Mission terminée, Mongo Betty. C'est dans l'après-midi, aux environs de 3 heures, que je parvins à Cala. J'y fis une entrée non seulement sans panache, le voyage à travers la forêt humide n'ayant pas manqué de refroidir considérablement mon ardeur, mais même peu remarqué et pour cause. Dès l'abord, il me fut donné de vérifier à quel point le terme pecno, utilisé le matin par Bicocolo, le patriarche, s'appliquait aux gens de ce pays. Juste à l'entrée du village se déroulait un spectacle saisissant, non tant par son décor que par la rude sauvagerie qui en agitait tous les acteurs. Sur un stade assez beau pour un village de brousse, et entouré de rares cases sur les vérandas desquelles les spectateurs s'étaient réfugiés bien à l'abri du soleil, une vingtaine de grands gaillards, le torse et les jambes nues, se livraient à un sport dont Sparte même n'eût pas désavoué le caractère martial. Ayant sauté à bas de ma bicyclette et la tirant par le guidon, je vins le plus près que je pus des combattants sans que personne, spectateur ou athlète, daignât s'apercevoir de ma présence. Il faisait très chaud. Chaque équipe comprenait une dizaine de jeunes gens rangés à la queue leu-leu. 2 hommes seulement des 2 équipes se faisaient ainsi face, séparés par 2 ou 3 mètres, et les coéquipiers de chacun d'eux se rangeaient respectivement derrière leur capitaine en file indienne. Ils portaient chacun une longue sagaie pointue au bout, effilée, souple, solide, qu'ils brandissaient dangereusement. À l'extrémité de chaque file, c'est-à-dire aussi loin que possible de chaque capitaine, se tenait le garçon le plus fort de chaque équipe. C'est ce jeune homme le plus vigoureux qui se saisissait d'une boule végétale dure, lourde et spongieuse, de la grosseur d'un ballon de football, la lançait de toutes ses forces après avoir tournoyé plusieurs fois sur lui-même. La même boule végétale roulait, bolide lancé à une vitesse mortelle, rugissait sur les aspérités du sol, bondissait et sur son passage, les longues sagaie pointues s'abattaient avec tant de violence et de précipitation que c'était un miracle qu'aucune victime humaine ne tombât à chaque fois. Souvent, la boule végétale rompait net sur son élan, transpercée par une sagaie. Les clameurs des spectateurs saluaient l'exploit dont l'auteur était couvert de baisers par les siens. Alors, l'arbitre, accroupi dans un coin du stade, traçait sur le sol 5 longues lignes à l'actif de l'équipe heureuse. Des points dont on ferait le décompte à la fin du match. Lorsque le service changeait de camp, tous les joueurs se retournaient du même côté, vers le garçon vigoureux qui allait lancer la boule. En fait, 5 boules l'une après l'autre. J'étais stupéfait, quoique j'eusse fini par me souvenir que vers l'époque de mes 6 ans, on pratiquait aussi ce sport chez nous sur la route, mais sans aucun entrain comme une survivance. À Cala, il était encore en pleine vitalité à en juger par ce match. Des paroles d'encouragement et de provocation qui fusaient parmi les spectateurs m'apprirent que le village de Cala disputait la suprématie à un autre village et que cette partie à laquelle j'assistais serait décisive. Ayant commencé par une vision globale de la scène, je me mis ensuite à en découvrir le détail. Aussitôt, je remarquai dans l'équipe de Cala un grand diable propriétaire de tels muscles qu'à moins de les avoir achetés à tempérament, je ne voyais pas comment il se les était procurés. Immense, les pieds plats, le torse trop long et au demeurant pas très droit, les hanches étaient aussi étroites qu'il est imaginable. Le ventre légèrement bombé du paysan qui absorbe habituellement une nourriture dure, c'est cette espèce de baobab humain qui lançait la boule lorsque le service passait à son camp. Je n'eus aucune peine à savoir qu'il s'appelait Zambo, car à chacune de ses interventions, les clameurs des spectateurs ne scandaient que ce nom, comme s'il avait été celui d'un dieu favorable au cours du siège de Troie.
Zambo, fils de maman, Zambo, fils de maman, Zambo, Zambo. J'avais peine à me convaincre que c'était là mon cousin, ce jeune homme dont le patriarche, le matin au cours de ses conseils pratiques, m'avait promis la rencontre joyeuse. Par quel miracle, me disais-je, ce garçon serait-il mon parent? Lorsque Zambo, fils de Mama, faisait le service, devant de toutes ses forces, lancer la boule aussi fort que possible pour ne pas favoriser ses partenaires qui se tenaient le plus près de lui, il le faisait avec une telle violence qu'il n'était pas question, le plus souvent du moins, de pouvoir planter la sagaie dans le projectile. En général, lorsqu'une sagaie s'abattait, la boule lancée par Zambo était passée depuis 1 ou 2 secondes. Fort peu de joueurs d'ailleurs, aussi bien dans l'équipe de Kala, qui était celle de Zambo, que dans l'autre, cherchaient avec conviction à atteindre la boule lancée par cette force d'orang-outan. Leur préoccupation, c'était bien plutôt de s'écarter de la trajectoire du projectile, étant assurés de ne même pas la voir passer. Ils préféraient se mettre hors d'atteinte de cette divinité, non seulement invisible, mais aveugle, que devenait la boule végétale, catapultée par les longs bras en forme de levier de Zambo. En revanche, quelle que fût la vigueur du service de l'adversaire, Zambo ne s'écartait jamais de la trajectoire de la boule végétale. Il la guettait, il jonglait avec elle, rusait, frappait, l'atteignait le plus souvent. Et alors, il s'écriait lui-même, les bras en croix, Zambo, fils de Mama, comme pour signer son exploit. Je me souviens encore d'un incident qui arracha des cris d'angoisse à la plupart des spectateurs. La boule lancée par le costaud de service de l'équipe adverse roulait en grognant à une vitesse fantastique à l'assaut de l'équipe de Kala. Tous les jeunes prirent le large à l'approche du rhinocéros vert, sauf Zambo, qui, gambadant sur place comme une antilope géante, l'ajustait avec un sang-froid héroïque. Mais juste au moment d'arriver à la hauteur du jeune homme, la boule ayant heurté un caillou ou un minuscule accident de terrain, bondit si haut qu'elle eût décapité Zambo, qui était très grand. Si celui-ci ne s'était pas baissé à temps, non sans avoir lâché sa sagaie en direction du ciel, je ne sais exactement ce qui arriva, ayant fermé les yeux au moment crucial. D'ailleurs, tout se passa très vite. Lorsque je les rouvris, le stade entier n'était qu'une longue clameur d'adoration admirative, et la boule végétale gisait, transpercée de bout en bout, aux pieds de Zambo, qui la regardait fixement comme pour la fasciner et mieux la dominer. Toute la partie fut un festival Zambo, et ce n'est pas l'équipe de Kala qui gagna, mais tout simplement Zambo. J'étais fier de mon cousin, qui m'inspirait pourtant une sorte de terreur et de répugnance. C'est peut-être parce que la force terrifie les faibles qu'elle leur répugne. Le conquistador d'occasion se convainquit tout à coup qu'il ferait mieux de redevenir le recalé au baccalauréat, d'aller se rhabiller et de remiser son armure au magasin des accessoires. La partie prit fin, comme le soleil sombrait derrière la forêt ainsi qu'un navire naufragé. Les 20 jeunes étaient épuisés, surtout d'avoir joué à sauve-qui-peut avec une boule terrible dans une ronde infernale. Entouré de garçons qui chantaient des hymnes pour le moins patriotiques et de filles qui exécutaient des yu-yu stridents, Zambo, tel un jeune dieu, passa fièrement devant moi, qui restait pétrifié. Cependant, une fois qu'il m'eut dépassé d'une façon inexplicable, il se retourna, ses yeux croisèrent les miens. Son regard s'attarda, son sourcil se fronça, puis il se détourna, se remit en marche entouré de son cortège. Et aussitôt se retourna à nouveau vers moi. Il parut enfin se décider et s'approcha. C'est alors seulement que ceux qui l'entouraient s'avisèrent de ma présence. C'est alors seulement qu'ils s'aperçurent que j'étais habillé comme un gars de la ville et que j'avais avec moi une superbe raleigh. Mon athlète de cousin parla en premier, apparemment confus, aussi confus que je l'étais moi-même.
Monsieur, dit-il, à peu près, il me semble que je te connais. Ça ne m'étonnerait pas, fis-je, avec dignité, la seule ressource qui me restait. Mais il y a des chances que tu ne me connaisses pas, toi. Je t'ai toujours rencontré dans des circonstances trop mauvaises pour que tu aies jamais pu faire réellement ma connaissance. Ah oui, où ça? Ce serait trop long à dire. Vous autres gens de la ville, vous ne vous souciez guère de connaître vos parents, tandis que nous... Dis donc, tu es bien le fils de Mama, n'est-ce pas, David Mama? Oui, oui, ton cousin, pour te servir. Pour me servir? Petit cousin, tu ne peux pas savoir combien je suis heureux et surtout honoré de pouvoir te parler aujourd'hui. Tu ne peux pas savoir. Honoré de pouvoir me parler, je ne comprenais pas du tout. Honoré de pouvoir me parler m'avait dit une chose pareille. Mon athlète de cousin n'avait pourtant pas l'air de plaisanter. Un moment, je pensais sincèrement prendre une syncope. Zambo ne me quittait pas des yeux, souriait découvrant sa splendide denture. Il était bienveillant, amical, fraternel et même obséquieux. Il avait en somme tout ce qu'il fallait pour me rassurer. Mais je n'étais pas rassuré. Figurez-vous un pauvre humain de rien du tout, un conquistador mis à la retraite, après quelques heures de carrière, figurez-vous un recalé au baccalauréat, pour tout dire, qui verrait un jeune dieu se prosterner à ses pieds et l'adorer. Pendant un instant, je détestais mon cousin. Je lui en voulus de renverser ainsi inopinément les rôles, de me forcer à réviser mes valeurs pour la 3e fois de la journée. Il n'était d'ailleurs pas le seul maintenant à se livrer à cette infâme besogne. Ces adorateurs de tantôt, jeunes gens et jeunes filles, s'étaient groupés autour de moi et m'admiraient avec cette indiscrétion, cette absence de ménagement qu'on ne trouve très probablement que chez les paysans de l'arrière-pays. Dis donc, tu as vu comment il est habillé? Je te jure que c'est un gars de la ville. Je te crois que c'est un gars de la ville. Regarde donc son vélo. Qu'est-ce qu'il doit être rupin? Il est beau, hein? Et jeune avec ça. J'étais très embarrassé. J'aurais voulu leur dire que je n'étais pas rupin, que j'étais à peine moins âgé que mon cousin Zambo, leur champion. Mais cette première rencontre avec l'admiration imbécile me paralysait, moi qui m'étais nourri de modestie et même d'humilité durant plus d'une demi-douzaine d'années, j'enrageais. Zambo, qui me souriait toujours obséquieusement, dut à la fin deviner mon embarras, car il offrit de pousser le vélo en me disant « Viens donc chez nous, tu te reposeras. » Chemin faisant, et pendant que nos admirateurs communs nous suivaient, comme une meute de chiens un gibier inespéré, il me demanda pourquoi j'étais venu dans leur pays. Je lui exposai l'affaire en 2 mots et lui dis en insistant que c'est chez son père que je devais loger, si toutefois il n'y avait pas d'inconvénient. Entendant cette restriction, il arbora un visage aussi stupéfait que si sa grand-mère morte depuis 10 ans lui était apparue tout à fait pour lui demander humblement à boire. Mais petit cousin, c'est nous qui serons très honorés de te loger, voyons. Toujours ce mot honoré. Puis il se lança dans une fort longue tirade, dont je retins surtout qu'à cause de mes diplômes, tout le monde me devait un grand respect. Je pensais, ce n'est certainement pas la vie des gens de chez moi. Mes parents de Cala habitaient presque au beau milieu du village. Lorsque nous arrivâmes à hauteur de leur case, Zambo renvoya assez inélégamment les badauds qui faisaient mine de vouloir entrer avec nous. Il dit « Mais allez-vous-en donc! Vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas qu'il faut que l'étranger se repose un peu ?» Ils s'éloignèrent en baissant la tête. L'oncle Mama et sa femme étaient encore au champ. La case me parut imposante, par ses dimensions et surtout par le nombre de meubles qu'elle contenait. C'est que mon oncle Mama était menuisier de son état, ce qui ne l'empêchait pas de travailler dans les champs au besoin. Ces meubles étaient grossiers, à peine finis, d'un bois très lourd. Chose curieuse, lorsqu'un peu plus tard Zambo me fit visiter l'atelier de son père, je pus admirer l'élégance et la finesse de ligne, la légèreté, la beauté de quelques échantillons des meubles
qui s'y fabriquait. L'oncle Mama était un bien curieux artisan qui n'avait aucune notion de la publicité. Il gardait pour lui les meubles les moins réussis, livrant le meilleur de sa production aux autres. La plus remarquable de ces nombreuses pièces de cette case, c'était une espèce de salon-salle à manger, immense sur les murs duquel on avait apposé une série de photographies de la famille qui tenait lieu de tapisserie. Une famille de gaillards, tous dégingandés à l'image de Zambo, autant du moins que pouvaient le faire voir ces photographies. Le père était dégingandé, la mère dégingandée, les 3 enfants dégingandés. Les 2 plus jeunes garçons furent absents durant tout mon séjour à Cala. Ils étaient très turbulents à ce qu'on m'a raconté. Devant ces photographies, je me perdis en conjectures sur le point de savoir quel genre de parenté, quelle quantité de sang commun pouvait me rapprocher de ces gens qui n'en finissaient pas. Au reste, j'avais depuis fort longtemps renoncé à dévider l'écheveau fort embrouillé des liens de parenté qui pouvaient m'unir aux gens. Il suffisait que l'on me dise « un tel est ton cousin » ou « un tel est ton oncle » pour que je m'incline sans même chercher à comprendre. D'autant que jusqu'alors, la chose n'avait comporté pour moi que des avantages, en attendant que plus tard les exigences de tous ses parents, exigences tout à fait légitimes aux yeux de la coutume, portent un très grave préjudice à mon budget. Mais ça aussi, c'est une autre histoire. Justement, mon cousin Zambo, une fois que je l'eus mis au courant de ma situation, de ma mission, encore que son visage eût pris une expression ironique que je ne compris pas sur le moment, me promit une aide inconditionnelle pour son accomplissement. J'avais donc un parti au sein même de la citadelle de Cala. C'était très important pour moi. Je m'étais imaginé que mes parents de Cala appartenaient à la même tribu que l'épouse, Niam, ne pouvaient, en toutes circonstances, que prendre fait et cause pour elle, comme il arrive toujours, et que je lutterais seul contre tous, ainsi qu'il fut arrivé à Ménélas, si seulement l'imprudente idée était venue au roi de Sparte d'aller seul récupérer Hélène de Troade. Mais c'était un homme avisé, lui, et il préféra se faire accompagner d'une forte escorte. Une jeune fille, pas désagréable à voir, ma foi, vint nous servir une légère collation. Mon cousin ne daigna pas me la présenter. Aussi, dès qu'elle fut rentrée à la cuisine, je demandai à mon cousin si c'était là une sœur à lui ou une parente quelconque. Comme j'étais niais, après s'être esclaffé, mon cousin articula avec indifférence. « C'est ma petite amie. »« Ta petite amie ? » ?»« Oui, ma petite amie. Ça t'étonne ? » ?»« Et ton père ?» fis-je en haletant. « Quoi, mon père ? Il ne dit rien ? Pourquoi dirait-il quoi que ce soit ? Parce que j'ai une petite amie ? Ha ha ha. Sérieusement, il n'est pas fâché ? Bien sûr que non, petit cousin. Mais voyons, ça le réjouit même, parce que ma petite amie aide maman au champ. Je pensais avec douleur. Si moi je prenais une petite amie chez nous, ce n'est pas toujours mon père que cela réjouirait, va. Je ne devais pas avoir l'air malin. J'étais certainement quelque peu ahuri. Je me souviens encore que mon athlète de cousin me considéra longuement avec un mélange de curiosité et de pitié. Lui qui était pourtant assez lourd, ainsi je m'en suis rendu compte plus tard. « Ce n'est pas ta femme ?» balbutiai-je. « De toute façon, je suis beaucoup trop jeune pour me marier, » dit Zambo, gouailleur. « Mais vraiment, ton père ne dit rien. Pourquoi veux-tu donc qu'il dise quoi que ce soit ? Je suis un homme tout de même, non ?» J'avais beaucoup de peine à en croire mes oreilles. Je pensais, voici un bien curieux pays. Et je me tus après avoir avalé une gorgée de salive. Les parents de Zambo ne revenaient toujours pas des champs, et la nuit commençait à tomber. Plus tard, j'ai su que dans ce pays, les gens restaient aux champs jusqu'à la nuit totale, du moins certaines femmes. Zambo me dit : « Petit cousin, préfères-tu te reposer en attendant que les vieux soient de retour, ou veux-tu sortir avec moi ?
Sans trop savoir ce qui me poussait, je dis que je préférais sortir. Il me promena au crépuscule à travers Cala. C'était un immense village, long de plus de 2 kilomètres, dont les cases s'alignaient chez nous des deux côtés d'une très large chaussée, mais ici c'était une fausse chaussée, puisqu'il n'y avait pas de route. Simplement au sortir de la forêt et à la lisière du village, le sentier sur lequel j'étais venu s'élargissait. Cala, étirée avec ses cases coquettes et peu distantes les unes des autres, avec cette espèce d'avenue qui le traversait, avec cette immense forêt qui l'entourait, et dans laquelle il semblait s'être creusé comme le lit d'un ruisseau au pied d'un précipice, me produisit une impression à la fois de sauvagerie et de sécurité, la même que l'on doit éprouver sur une île matelée de vagues et dont on sait pourtant qu'elle ne sera pas submergée. À la nuit tombée, il y régnait une animation qui évoquait les faubourgs indigènes des villes. À la fin, Zambo me conduisit dans une case où grondait un tumulte de fêtes et de beuveries. À notre entrée, nous fûmes salués par une ovation digne de César au retour de la guerre des Gaules. On fêtait la victoire remportée cet après-midi-là par Cala, sur le village voisin. Je reconnus lentement tous les coéquipiers de Zambo qui étaient à l'honneur. On nous offrit des sièges et du vin de palme, un homme qui jouait de la guitare sans arrêt avec un enthousiasme étonnant. Mais seules les jeunes filles assistant à la réunion semblaient prendre plaisir à sa musique. Il chantait aussi des airs qui devaient être des chansons d'amour, transportant les mêmes vers d'une chanson à l'autre, sans aucun souci de variété, sans aucun effort d'improvisation. Il jouait passablement de son instrument, mais il manquait terriblement d'imagination.